bonjour. Tout d'abord, nous voudrions remercier le public de Théâtre de Soleil qui est venu nombreux, comme on espère, aujourd'hui pour soutenir l'Ukraine qui rentrait dans cette phase de la guerre longue. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire, journaliste, je suis coordinatrice du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. À côté de moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe, rédacteur en chef de l'Ukraine, ukraineworld.org, président du PAN Ukraine. Nous sommes tous les deux, avec Volodymyr, engagés dans l'aide à l'armée ukrainienne depuis la grande invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet qui est vraiment très important, le sujet « Est-ce que les Ukrainiens sont fatigués de cette guerre ?» Quel est l'état d'esprit de la société ukrainienne? Quel est l'état d'esprit de la société civile ukrainienne aujourd'hui? Alors, et voilà, est-ce que Volodymyr, selon toi, est-ce que nous, les Ukrainiens, on a droit d'être fatigués, étant donné qu'on entre dans la guerre qui risque de durer plusieurs années, peut-être des décennies, on ne sait pas? Bon, bien sûr, on n'a pas le droit, sauf que bien sûr, on habite, tous les Ukrainiens, nous habitons dans une situation qui est inimaginable pour beaucoup de gens qui sont ailleurs, qui sont à l'extérieur. Et parfois, quand on entend les phrases comme l'Ukraine fatigue de l'Ukraine, l'Ukraine fatigue, parfois on reçoit aussi des messages de nos amis de l'Europe occidentale, centrale, en disant que voilà, nous sommes en dépression, on ne sait pas quoi faire. Pour nous, c'est ça qui est décourageant. Parce que pour nous, bien sûr, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution. Il faut se battre, il faut aider à l'armée, il faut aider donc dans plusieurs niveaux. Soit tu es dans l'armée, soit tu es à l'armée. C'est ça la situation dans laquelle nous vivons. Sous les bombardements quasi quotidiens de l'armée russe des villes ukrainiennes. Et je pense que notre message toujours à nos amis européens, c'est de dire que on n'a pas le droit à cette dépression, on n'a pas le droit à ce désenchantement, parce que l'avenir qui nous attend, tout le monde, tous, c'est l'avenir malheureusement qui est macabre, qui est l'avenir sombre, qui n'est pas du tout un avenir très très claire et brillante. Je parle de l'Europe entière. Donc on entre vraiment dans une époque qui est comparable de l'époque du début du XXe siècle, des années, je sais pas, 30, 40 du XXe siècle. Et il faut qu'on développe cet esprit de combat, de résistance, parce que c'est ça, c'est la résistance, c'est la nouvelle résistance au mal qui était dans les années 40, c'était le mal fasciste, nazi et staliniste. Là maintenant, c'est le mal poutiniste, voilà. Oui, c'est le mal qui est comparable, et c'est surtout qu'il n'y a pas de raison de se décourager. Donc je me dis, en me levant tous les matins, qu'il y a 2 ans, on était tous dans une situation de stupeur, de l'angoisse extrême, parce que les chars russes arrivaient vers la capitale, et donc tu connaissais pas ton avenir, tu connaissais pas ce qui pouvait arriver même demain. Il y a 1 an, nous avons traversé et resté fort face à l'épreuve des coupures d'électricité qui étaient vraiment très régulières. Donc moitié de temps sans électricité, ça voulait dire un hiver à même date qu'on parle aujourd'hui en 2024, en 2023, on parlait dans le noir parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ligne téléphonique. Aujourd'hui, nous avons tenu le coup. Aujourd'hui, nous avons tous les biens de la civilisation si on parle de la capitale ukrainienne. Donc, c'est tout simplement que les lignes du front, oui, ça ne bouge pas depuis plusieurs mois déjà. L'armée ukrainienne, malgré tous les efforts et malgré tous les sacrifices, n'arrive pas à avancer, vraiment avancer au sud ni à l'est. Les Russes contre-attaquent. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour se décourager? Est-ce que c'est une raison suffisante pour laisser tomber, étant donné que nous bénéficions aujourd'hui quand même de la situation du quotidien beaucoup plus normale, on va dire, qu'il y a 1 an et surtout qu'il y a 2 ans. Donc,
on voit beaucoup de gens, que tu as raison de dire, on voit beaucoup de nos amis occidentaux se dire, mais écoutez, c'est un impasse parce que ça ne bouge pas. Mais oui, ça ne bouge pas, mais ça veut dire qu'il faut mettre plus d'efforts. Il faut continuer à armer Ukraine, à apporter de l'aide militaire, à apporter de l'aide humanitaire. Elle est toujours bienvenue en Ukraine, mais voilà, il faut persévérer, tout simplement. Il ne faut pas céder sur les principes, étant donné qu'on n'arrive pas à tout avoir en un clin d'œil. C'est-à-dire que si on reconnaît que la cause est juste, on doit pouvoir tenir longtemps. J'ai interviewé récemment un volontaire français qui s'appelle Richard Ducolombier, un entrepreneur comme un autre, voilà, un citoyen français comme un autre, qui fait, lui, régulièrement des voyages vers l'Ukraine, depuis sa région en France, pas uniquement vers l'Ukraine, mais vers la ligne du front, c'est-à-dire vers Donbass. Il a dit une phrase qui m'a frappée une fois dans ses réseaux sociaux. Il a dit que si on veut, on peut, et si on peut, on doit. Voilà une recette, elle peut paraître simple, mais c'est ça. Si on veut aider, donc si on veut, on est convaincu qu'on a raison, on peut le faire, et si on peut, on doit tenir fort. Oui, absolument. Et je pense que aussi, il faut changer un peu la pensée. Donc, et en Ukraine et en Europe occidentale, parce que finalement, cette illusion de la guerre courte. Donc nous, avec toi, quand on arrivait en France à partir de 2022, on a déjà commencé, quand c'était pas maintenant le mainstream, on a déjà commencé à dire que c'est une illusion. Donc il faut pas croire que dans quelques mois, on va combattre, on va avoir cette victoire, on sera en Crimée, etc. Bien sûr, il y avait des blagues comme quoi des encouragements. Mais franchement, donc, la Russie est la dernière empire de l'Europe. La Russie, maintenant, son niveau de développement, c'est très comparable vraiment au niveau de développement, à la mentalité de l'Allemagne à l'époque nazie, de l'Italie à l'époque de Mussolini, de l'Espagne de l'époque de Franco, etc. Ce que j'appelle l'empire blessé, donc l'empire qui comprend que son gloire est dans le passé, qui a vraiment peur de perdre les territoires qu'il a contrôlés. Et pour la Russie actuelle, pour Poutine qui a 70 ans, c'est vraiment la bataille dernière, c'est la dernière bataille. C'est pour cela que il a mis tellement de ressources là-dedans. Et de notre côté, c'est pour cela qu'on se bat vraiment contre cette idée que la guerre en Ukraine. Je déteste cette phrase, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre en Ukraine? On n'a pas appelé l'invasion nazie de la Pologne en 1939 la guerre en Pologne, n'est-ce pas? Et l'invasion aussi soviétique en Pologne. Donc, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre de cette dernière empire européenne contre l'idée de l'Europe libérale, contre l'idée de l'Europe démocratique, contre l'idée de la liberté, contre l'idée de l'Europe qui essaye de réduire l'espace pour la violence. Alors pour moi, le projet européen, c'est surtout un projet moral, c'est pas un projet économique, c'est pas un projet de mobilité des gens, c'est surtout un projet moral. Il faut réduire au moins possible, plus que possible, l'espace pour la violence. Donc il faut réduire la violence dans la société. Et la Russie nous dit qu'il mène un autre projet, un projet alternatif. C'est un projet qui élargit la violence, qui dit que la violence est la seule solution. Donc la violence est toujours la seule solution dans la politique intérieure, dans les relations avec des êtres humains, dans les relations dans la famille, etc. etc. Et c'est contre ça que nous battons les Ukrainiens. Parce que déjà à partir de nos révolutions, de Maïdan, etc., c'était surtout une révolte contre la violence. Et je pense que les Européens, les Français, les Allemands, les Polonais doivent comprendre que si cette morale démoniaque de la Russie qui dit que
la violence, c'est la meilleure solution de tout le problème. S'il gagne en Ukraine, ça va continuer aussi, ça va continuer dans toute l'Europe. Justement, donc parce que il y a une interrogation qui a l'air de revenir. Pourquoi est-ce qu'on doit soutenir l'Ukraine? Peut-être que laissons la Russie avaler l'Ukraine, peut-être l'agresseur va se calmer, peut-être que nous pouvons continuer à vivre tranquillement à côté de la guerre qui n'est pas la nôtre. Or, on sait très bien que le projet de Poutine, donc le projet de ce régime, le projet de cet empire blessé, comme tu le dis, c'est un projet d'agression perpétuelle, parce que nous connaissons déjà des projets qui sont discutés par-ci, par-là, de l'agression que la Russie envisage contre les pays membres de l'OTAN. Alors on sait que si un seul pays de l'OTAN est attaqué, ça veut dire ça concerne tout le monde, ça va concerner la France, ça veut dire ça va concerner l'Allemagne, ça va concerner les gouvernements qui essayent de dire que oui, c'est une guerre de nos amis, mais c'est pas tout à fait notre guerre. Ça nous concerne, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Or, oui, ça vous concerne parce que nous avons vu en pratique déjà plusieurs drones voler jusqu'à la Roumanie. Nous avons vu déjà des missiles russes voler jusqu'à la Pologne. Alors oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est un effet secondaire, mais qu'est-ce que vous allez faire si la Russie va vraiment attaquer? Elle va attaquer, parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'être. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, il faut penser à cela sérieusement. On ne peut pas arrêter l'agresseur en le laissant manger encore un bout, parce que il va continuer tout simplement. Et donc, c'est ce défi qu'on peut arrêter aujourd'hui en Ukraine. Il peut concerner beaucoup plus personnellement et beaucoup plus concrètement les populations européennes qui aujourd'hui sont un peu en arrière de cette guerre, que l'observent dans les télévisions, que l'observent dans les écrans de leur smartphone. Ça peut devenir leur combat existentiel. Il ne faut pas oublier que tous les pays de l'Europe la majorité des pays de l'Europe sont liés par les obligations de l'OTAN. Il suffit qu'un petit pays tel Lituanie ou Estonie soit touché ou soit agressé par la Russie, que tout le monde sera obligé de faire face. Et après, il n'y aura pas d'excuse que, mais écoutez, il y avait des décennies que nous avons laissé aller un peu notre industrie militaire et qu'il y a des chars qui manquent, qu'il y a des missiles qui manquent. Il faut penser vraiment stratégiquement et en quelque sorte profiter du moment que l'armée ukrainienne arrive à tenir, à contenir cette agression russe, pour s'armer, pour devenir plus fort et pour dissuader la Russie de la future agression. Oui, parce qu'il faut être clairvoyant. Et à partir des années 2000, on a commencé avec toi de parler de ça à partir de l'agression russe contre la Géorgie. Les Ukrainiens à 2008. Alors, les Ukrainiens ont compris dès le début, au mois d'août 2008, que l'Ukraine sera la prochaine, suivante. Et moi, je me rappelle cette figure très satisfaite de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il a achevé la fin d'une guerre. C'était une illusion absolument criminelle. C'était une illusion totale. Parce que soit il n'a rien compris, soit c'était une complicité dans le crime. Donc la Géorgie était vraiment le premier signe de cela. Et puis bien sûr, à partir de 2014, chaque année on venait en France en donnant des conférences, surtout sur la propagande russe, parce qu'on disait, il faut comprendre ce qu'ils pensent, les Russes. Et on a analysé avec toi les programmes de télé, quand les Russes disaient, on va élever le drapeau russe à Berlin. Il y avait des vidéos comme ça. On va lancer une missile balistique contre Londres, contre Paris, etc. Ça a été déjà dans la télévision étatique russe à partir de 2014, 2015. Bien sûr, pour eux, c'est une guerre contre l'Europe, y compris contre la France, y compris contre l'Allemagne, y compris
contre l'idée de l'Europe. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas la guerre contre l'Ukraine, c'est la guerre contre l'Europe. Et les Européens, les Français, ils doivent le comprendre le vite possible, parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard de le comprendre maintenant, mais c'est pas trop tard, c'est déjà tard. Mais on peut mobiliser les ressources, on peut mobiliser les économies, les finances, les secteurs militaires pour vraiment défendre l'Europe, y compris l'Ukraine, contre cette agression. Parce que l'aide qu'on reçoit, l'aide militaire, et bien sûr on est très reconnaissant pour cette aide militaire, pour cette aide économique qui vient de l'Europe, et là il faut être très sérieux et dire que bien sûr l'Ukraine ne va pas se tenir sans cette assistance, mais il faut comprendre que ce n'est pas une aide humanitaire en Ukraine qui souffre de cette agression. C'est une aide pour l'armée ukrainienne, pour la société ukrainienne, qui sont vraiment maintenant à la frontière de l'Europe, en défendant contre la Russie. Quand tu dis justement que c'est trop tard ou c'est tard, il faut aussi réfléchir sur cet aspect du temps, en fait, qui est capital dans cette guerre. Puisque dès le début, il y avait cette attitude qui était très claire pour les Ukrainiens, puisque d'une part, on comprenait que les partenaires, les Européens, mais aussi les Américains, faisaient tout pour que Poutine, pour que cette armée russe n'arrive pas à avoir ses objectifs, c'est-à-dire occuper le pays rapidement, parce que voilà, les armements ont été quand même envoyés, etc. Mais d'autre part, qu'il n'y avait pas cette volonté, cette décision prise claire et nette que nous allons tout faire pour que l'Ukraine gagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette crainte, cette peur de la défaite de la Russie qui est dans l'esprit, parce que tout de suite il y a cette réflexion, cette inquiétude, cette angoisse par rapport, mais qu'est-ce qu'ils vont faire si la Russie perd le contrôle, quelle espèce de chaos est-ce que ça va créer aux frontières de l'Europe, etc., etc. Donc, comment faire de la sorte que l'Ukraine résiste, mais qu'elle ne gagne pas cette guerre? Or, ce que nous voyons dans la réalité, c'est que ça prolonge la guerre, ça transforme cette guerre qui aurait pu être plus courte à une guerre beaucoup plus longue, qui dévore des ressources, pas uniquement les ressources ukrainiennes, mais aussi des ressources européennes, aussi des ressources américaines. On entend parler aujourd'hui du fait que les ressources commencent à manquer un peu par-ci, un peu par-là. Et donc voilà, en voulant étaler l'effort de la guerre dans l'OTAN, on laisse tout ce temps en Russie. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a dit cette phrase que voilà, on savait depuis un certain temps que Corée du Nord, un pays sous sanction depuis des décennies, qui livrait déjà des obus à la Russie. On savait même qu'il y avait cette hypothèse-là, qu'il pouvait livrer des missiles balistiques à la Russie. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, dit que les missiles de la provenance nord-coréenne ont déjà tué des civils en Ukraine. C'est-à-dire que voici comment la Russie utilise l'OTAN, qu'on les laisse. Donc il fait des alliances avec Corée du Nord, un pays bien sûr sous sanction depuis des décennies, mais qui dispose quand même de missiles. Il y avait une époque, en 2022, on ne connaissait pas le mot Shahed iranien. Aujourd'hui, on connaît malheureusement ces drones de la provenance iranienne qui nous réveille plusieurs nuits d'affilée parfois. Tout récemment, hier encore, il y avait des Shahed qui sont arrivés jusqu'à la ville portuaire d'Odissa et donc qui ont fait énormément de dégâts, même si les drones ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, ils ont quand même fait priver plusieurs dizaines de familles de leurs appartements, parce que justement les débris qui tombent, ils créent aussi. Donc c'est-à-dire que la Russie utilise tout ce temps-là pour créer des alliances militaires avec des pays, oui, un peu parias, oui, comme Corée du Nord, mais c'est fonctionnel, c'est-à-dire que on observe que les Européens, étant donné que ce sont des nations très économiquement fortes, hein, en comparaison, voilà, ils ont du mal à livrer 1 million d'obus qui était promis il y a des mois, alors que Corée du Nord sous sanctions depuis des décennies. Donc il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, il faut prendre tout à fait au sérieux les capacités de la Russie de
de relancer son industrie pour des objectifs militaires et puis de faire ses alliances militaires, ce qu'on appelait à l'époque l'axe du mal. Il est très clair et net. Donc c'est Corée du Nord, c'est Iran, c'est la Russie, avec la position très ambiguë de la Chine dans tout ça. Et donc il faut admettre que en essayant de contenir voilà, cette guerre, en essayant de pas provoquer une espèce d'escalade, on fait, voilà, on laisse à l'adversaire le temps de se fortifier, de devenir plus fort, de réattaquer avec une force qui est encore plus grande. Donc voilà, la question du temps dans ce conflit, c'est une question capitale et il ne faut pas hésiter. Et voilà, il faut essayer de concentrer les efforts dans un temps imparti, c'est-à-dire dans un laps de temps pour pouvoir progresser. Oui, absolument, absolument. Et oui, on peut penser sur une histoire alternative. Qu'est-ce que va se passer, disons, à l'automne 2022, après cette contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et à Kherson, si on a vraiment l'arsenal pour continuer tout ça? Donc, avant que les Russes ont construit ces lignes de défense avec des mines, etc. Donc, on peut poser cette question, mais malheureusement, le temps n'est pas déjà là. Donc, on a perdu ce moment. Les Ukrainiens, les Européens, les Américains ont perdu ce moment. Et tu as raison que la Russie se transforme vers une économie militaire. Et en fait, elle retrouve son idée. Elle retrouve son archétype, si tu veux. L'archétype de l'Union soviétique. Parce que récemment, j'ai fait un article dans lequel j'ai dit que l'Union soviétique et le poutinisme comme la continuation de cette Union soviétique, c'est une sorte de marxisme inversé. Parce que marxisme est bien toute la réflexion européenne avant Marx, à partir du XVIIIe siècle. C'était la question comment produire, comment créer, comment créer ces forces de production, de création. Et finalement, Marx qui a dit, bah voilà, le pouvoir est toujours dans les mains de ceux qui contrôlent les moyens de production. Alors l'Union soviétique, pourquoi c'est le marxisme inversé? Parce que c'est pas la classe de producteurs qui ont eu le pouvoir, mais c'est la classe de destructeurs. Donc celui qui contrôle les moyens de destruction ont le pouvoir en Union soviétique, après Staline, et en Russie actuelle. C'est la classe des gens de KGB, c'est la classe de la police, c'est la classe de l'armée, c'est la classe de producteurs des armes. C'est pour cela que les Russes, finalement, on comprend qu'ils ont des milliers de chars, des milliers de canons, des milliers de missiles. C'est la seule chose qu'ils apprécient. Parce que c'est la société fondée sur la violence, et comme on a déjà parlé. Et ceux qui contrôlent les moyens de destruction ont le pouvoir dans ces sociétés. Pourquoi on dit ça? Parce que finalement, encore une fois, c'est une guerre de ce système qui veut détruire, qui considère que la destruction, c'est le moyen de s'avancer, d'avancer, contre l'idée européenne de production, de création de l'avenir. Et voilà, si le système russe gagne dans cette guerre, on doit dire au revoir à l'idée de l'Europe, finalement. Oui. Et je pense qu'on voit très concrètement, en fait, l'exemple de ce que tu évoques, voilà, les forces de la destruction. Quand on voit la manière avec laquelle la Russie fait la guerre, concrètement, à l'Est, par exemple, à Bakhmout, par exemple, ou aujourd'hui à Avdiivka, pour avancer, donc ils ne prennent pas un terrain d'une manière intelligente, grâce à une certaine supériorité technologique, au savoir-faire qui serait supérieur par rapport à leur adversaire, c'est-à-dire l'armée ukrainienne. Ils avancent en détruisant tout sur leur chemin. C'est-à-dire que les villes telles que Mariinka, les villes telles que Bakhmout, Avdiivka aujourd'hui aussi, c'est une ville
complètement détruite, c'est-à-dire c'est une ruine. Voilà, cet exemple aussi très tragique de la ville de Mariupol, une ville portuaire qui avait résisté pendant plusieurs mois, mais qui est quand même tombée, mais à force d'être réduite carrément dans cet état des ruines. Donc voilà, qu'est-ce que nous, comme Européens, qu'est-ce que nous, on peut mettre voilà, à contrebalance, c'est-à-dire pour contrebalancer cette volonté destructrice. Tu as dit que la Russie est le dernier empire en Europe, mais on comprend que globalement, que stratégiquement, la Russie avait perdu, parce que les empires, s'ils duraient dans le temps, c'était bien sûr souvent à cause de la violence, mais c'était aussi grâce à des biens que les empires historiques pouvaient proposer à des peuples qui entraient dans l'empire, c'est-à-dire libre-échange, économie, certains droits, citoyenneté, voilà. Donc il y avait quand même voilà, cette carotte proposée par les empires, voilà, une espèce de bien-être, une certaine civilisation. Or que quand on regarde la Russie qui est incapable de gérer, je dirais, la majorité de sa surface géographique, on se pose bien la question, mais qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à des peuples qui sont en quelque sorte prisonniers dans cette Russie, parce que la Russie aujourd'hui, ce n'est pas un seul peuple, n'est-ce pas? C'est une multitude des peuples qui sont en quelque sorte les Boréates, les autres qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de cet empire, sauf cette humiliation, voilà, cette absence de confort, de bien-être, des soins et des débouchés, c'est-à-dire des opportunités. Parce que voilà, quand une oppression est partout, tu n'as pas intérêt. Donc, stratégiquement, on comprend que ce modèle-là, donc il y a quelque chose de très défaillant dans cette idée de l'empire qui fonctionne uniquement par la violence et à cause de la violence et grâce à cette violence. Parce que la violence, elle ne peut pas être totale et elle ne peut pas être inépuisable. Parce que voilà, chaque jour, la Russie perd aussi de ses forces. Elle perd presque 1000 soldats en Ukraine. Ça peut être quelques centaines de soldats par jour, en tout cas selon les chiffres de l'état-major ukrainien, qui est d'ailleurs considéré comme relativement fiable, même par les renseignements occidentaux. Donc voilà, donc cette idée d'avancer en détruisant, c'est très efficace. On doit réfléchir à la manière, comment on peut agir contre cette manière d'être, mais à la fois, il ne faut pas perdre de vue l'idée que stratégiquement, voilà, cette idée, il ne pourra pas durer trop longtemps non plus, parce que stratégiquement, étant donné qu'il n'y a rien à proposer, elle ne pourra pas durer. Et donc ça doit nous redonner de l'optimisme, parce qu'à long terme, voilà, ils vont perdre, mais tout simplement c'est que ce court terme, c'est le terme de notre vie, de la vie de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants aussi. Donc bien sûr que les Ukrainiens font tout le possible pour que cette guerre voilà, soit raccourcie dans le temps. On n'a aucun intérêt de la faire durer, on n'a aucun intérêt de l'étaler dans le temps. Par crainte on n'a plus peur de rien, parce que cette peur de l'escalade qui habite les esprits souvent encore en Europe et même aux États-Unis, cette peur n'existe plus en Ukraine, parce que quand on est déjà voilà, tué en permanence, quand on sent ce danger de la mort tous les jours, on finit par perdre la peur. Oui et non quand même, parce que je pense que c'est aussi c'est un peu illusoire de regarder les Ukrainiens comme des gens en acier qui n'ont pas la peur. Bien sûr, nous sommes des êtres humains et à chaque fois quand on entend des explosions, des grandes explosions à côté de nous, c'est quand même, bien sûr, on a la peur. Et puis nous, on voyage avec toi très souvent dans les zones frontalières, dans les villes comme Kherson, où les Russes sont dans quelques kilomètres, et quand on est dans la ville qui est absolument vide et on entend des explosions, bien sûr, donc c'est un peu illusoire de dire que voilà, on n'a pas de peur. Non, je dis ça, pour rectifier, je dis ça dans le contexte que c'est pas qu'on n'a pas peur du tout, c'est parce qu'on n'a pas peur de frapper la Russie, c'est-à-dire on n'a pas peur de l'escalade, parce que l'escalade est déjà là. Sûr, donc quand le pire t'est déjà arrivé,
t'as plus peur de rien. Non, l'escalade, c'est un mot absolument stupide, bien sûr. Mais juste peut-être on avance déjà vers la fin de cette conversation, juste pour dire comment vaincre cette guerre. C'est vraiment, ça doit être une question clé pour des Ukrainiens, pour des Français, pour des Allemands, pour les Américains, pour les Anglais, etc. Et là, pour les Européens, il faut aussi avoir une vision de l'avenir. On ne sait pas ce que va se passer en Amérique. On ne sait pas ce que va se passer avec les élections, avec Trump, etc. Donc on doit avoir un scénario que Trump dit que l'OTAN n'existe plus. Et voilà, et que les États-Unis ne vont pas protéger l'Europe. Et là, il y a une grande question pour des Français, pour nos amis français. Qui va protéger l'Europe? Alors, dans l'Union européenne, il y a un seul pays nucléaire. C'est la France. Donc, le rôle de la France, peut-être, ça doit changer aussi. Donc, la France doit assumer cette responsabilité aussi pour la sécurité de tout le continent. Avec des Britanniques, bien sûr, mais quand on parle de l'Union européenne, c'est quand même la France. Mais je pose toujours cette question, comment on peut vaincre contre un pays qui sacrifie ses propres gens, qui ne valorise pas absolument la vie humaine. Et on sait très bien que ça existait pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Zhukov et d'autres commandants de l'armée rouge, ils considéraient les soldats comme juste quelqu'un qui vont être tués. Et voilà. Et même l'Allemagne nazie a eu l'horreur contre cette force. Donc on doit poser la question comment on peut vaincre contre ça, parce que, comme j'ai dit, si on ne vainc pas contre la Russie, c'est la fin de l'Europe. Et je pense qu'il y a une solution. On doit inventer une façon de mener cette guerre, et c'est surtout une façon morale et une façon technologique. On doit penser dans les questions de moralité, comment valoriser les vies des soldats, comment valoriser les vies de chaque individu, et deuxièmement, technologiquement. Donc on doit inventer les technologies qui protègent les gens au maximum et qui sont capables vraiment, malheureusement, tuer beaucoup de soldats russes sans perdre des soldats ukrainiens ou éventuellement des soldats aussi de l'Union européenne. Et ça doit être vraiment la question clé des hommes et des femmes politiques à Paris, à Bruxelles, à Berlin, etc. Comment vaincre la guerre contre la puissance qui ne valorise pas la vie humaine, qui est capable de sacrifier beaucoup de vies humaines? Comment mener cette guerre en préservant les vies humaines et en ayant la technologie qui protège les vies humaines? Voilà, il y a une expression très concrète de cela, les drones, qui est une nouvelle technologie de cette guerre, qui sont utilisés aujourd'hui pour le renseignement, c'est-à-dire pour ce que faisait avant l'apparition de drones l'infanterie, c'est-à-dire les soldats qui allaient dans le terrain ennemi pour voir, pour le renseignement. Et l'aviation aussi. Et voilà, les pertes étaient là-bas. Il ne faut pas se décourager, il faut être fort, il faut regarder très clairement le continent européen, qui est très grand, la population de 105 millions, la population de tout le pays de l'Union européenne, c'est une grande population qui est supérieure, de 3 fois supérieure, au moins 3 fois supérieure par rapport à la population de la Russie, avec une économie qui est quelques fois supérieure, bien sûr, de dizaines de fois supérieure par rapport à l'économie russe. Donc il n'y a pas de raison pour cette lassitude et pour cette fatigue. L'Europe est clairement beaucoup plus forte que la Russie, beaucoup plus avancée, et donc il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur d'être fort, n'est-ce pas? Parce qu'on peut être fort quand on défend ce qui nous est cher, ce qui nous est cher à nous tous, les Européens ou les Ukrainiens qui sont aussi européens, c'est la valeur de la vie humaine, le respect de la dignité humaine, et puis le respect de cet espace de la non-violence, de la cohabitation
pacifique, c'est ça qui est extrêmement cher aux Ukrainiens. On comprend le sens, en fait, la vraie valeur, le vrai prix, en fait, de pouvoir vivre en paix. En fait, c'est le rêve de 40 millions, voire plus, Ukrainiens en Ukraine et ailleurs.